tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour un autre épisode de l'Heure dorée. Donc, c'est la suite de notre enregistrement avec Josiane Binette. Alors, je vous retiens pas plus longtemps et je vous dis bonne écoute et à très bientôt. Puis, j'ai trouvé horrible qu'on décide pour les aînés. Des fois, on va dire, monsieur s'en va dans telle résidence et madame dans telle résidence. Parce que c'est comme ça. Ces gens-là ont été mariés, par exemple, pendant 60 ans, mais nous, on décide, du haut de nos 30 ans, avec notre bac en poche, que c'est ça qui est le mieux pour eux autres. Il y a des choses comme ça que je trouve inconcevables. Le Mauve vous présente l'Heure dorée. Une autre fois, on est en plein vol. OK, juste cette histoire-là, il faut que je la raconte. On est en plein vol et encore une fois, c'est la fille qui est à côté de moi. Je te le dis, je pense que limite, là, c'est pas bon d'être à côté de moi parce que c'est à toi qui vont arriver les choses. Et là, on descend pour atterrir. Et là, le commandant appelle à notre porte et c'est elle qui répond. C'est tout simplement pour ça que c'est elle qui l'a fait. Il dit, écoute, vous savez, quand on atterrit, à un moment donné, il faut sortir les roues. On appelle ça le gear. On veut sortir les roues pour qu'elles viennent se stabiliser pour qu'on atterrisse dessus. Bon. Et il dit, les roues sortent pas. Fait que là, il va falloir que tu es à côté de la porte, la toilette. C'est là qu'il y a le mécanisme. Et là, il faut que tu sautes pour débloquer ce qui est bloqué. Mais on est en plein vol. Les passagers sont assis. Là, on est en descente. Et là, elle se ramasse à côté de la porte de la toilette. Puis là, elle saute. Puis elle saute à pieds joints. Puis elle se donne pour faire descendre les roues. Mais les gens la regardent, comprennent pas. Moi, je sais que c'est une blague parce que je l'ai déjà entendu, cette histoire-là. Puis je regarde les passagers, puis je suis crampée. Et au bout de 3 ou 4 sauts, là, elle s'arrête, elle dit « ça sort pas, ça sortira pas non plus. » Écoute, mort de rire, mort de rire. Fait qu'il en est arrivé des petites comme ça, c'est bien drôle, ouais. C'est bien fun qu'il y ait des initiations comme ça. Ah, écoute, mais c'est des joueurs de tour, les gens en aviation. On est des gens souvent qui sont, premièrement, qui sont plus marginaux dans leur choix de carrière, je pense que c'est clair. Puis on est très joueurs de tour. Tu sais, t'es dans un cylindre de métal pendant 8 heures. Ça se peut qu'un moment donné, en plein vol de nuit, tu passes 2 heures à faire des services au début puis 1 heure à la fin. Entre ça, tu fais peut-être un service de boisson, mais la nuit, on veut pas déranger les gens, faut qu'on va patrouiller, on va service d'eau. Faut se désennuyer. Fait qu'il s'élabore des plans machiavéliques pour rire, pour avoir un peu de plaisir dans notre tube de métal avant de descendre, tu sais. Fait que c'est vraiment pas rare. Décris-nous la sensation de voler lorsque c'est ton métier plutôt que quand t'es plaisancier. Écoute, c'est extraordinaire. S'il y avait une caméra en ce moment, je pense que tout le monde verrait des étoiles dans mes yeux. C'est voler pour un métier, quand ta job, c'est... En fait, quand ton bureau, c'est le ciel. Ouais. Quand tu regardes dehors, par la fenêtre de ton bureau, et que ce que tu vois, c'est des nuages avec un coucher de soleil au loin. Parfois, tu vas survoler une ville et on reconnaît, par exemple, on survole New York. Quand on atterrit à Montréal, des fois, on va voir parce que, bon, on veut pas, quand on est rendu à New York, on est à peu près 40 minutes de Montréal de vol. Donc, on est beaucoup plus bas, là. On n'est plus en altitude de croisière, on a descendu déjà. Et New York, la ville de Manhattan, elle veut pas, hein, c'est une petite île, mais c'est que des gratte-ciels ou à peu près, c'est particulier. Des paysages comme ça, mais écoute, j'ai des collègues qui ont vu des aurores boréales. Écoute, les choses qu'on voit dans le ciel. Et quand c'est ton métier de voler, c'est ton métier d'être libre et de découvrir un monde que peu de gens ont la chance de voir. Les gens vont prendre l'avion, ceux qui voyagent, mettons, vont voyager, s'ils sont chanceux à chaque année. La majorité, c'est aux 2-3 ans, vont se permettre un voyage d'une semaine. Puis l'avion, c'est pas tant une partie du voyage qu'ils aiment. Souvent, c'est un passage obligé. Hein? Ils n'ont pas hâte d'être dans l'avion. Ils ont hâte d'être dans l'avion pour ce que ça signifie. Ça signifie on est parti en voyage, tu sais. Mais le moment dans l'avion, les gens vont choisir leur place en fonction de l'espace pour les jambes. Rares sont ceux qui tiennent à être près d'un hublot. Ouais, toi peut-être. Oh, moi j'adore. Pour voir, tu sais. Mais puis les gens, d'une fois à l'autre, se rappellent pas des bruits, des sensations, savent pas quand regarder dehors. Tu sais, c'est tout ça que pour nous, quand c'est notre métier de voler, c'est sûr qu'éventuellement, bon, il y a beaucoup de préjugés par rapport au travail des agents de bord. Ça, c'est dommage parce qu'on se fait souvent... Moi, je me suis déjà fait appeler une serveuse à 40 000 pieds.
Ça m'a beaucoup insultée sur le coup pour ensuite me dire que cette personne-là n'avait aucune idée de la réalité parce qu'on est là avant tout pour la sécurité des passagers. Puis notre formation, c'est un 4 semaines où on apprend sécurité, sûreté, comment évacuer un avion, comment réanimer quelqu'un, comment gérer un choc anaphylactique. C'est que ça, notre vie. Mais c'est vrai qu'à tous les jours, j'ai pas évacué mon avion et j'en suis heureuse, tu sais. Ouais, c'est ça Bon, que tu veux pas qu'il arrive. Ça fait mon affaire, tu sais. Mais justement, en cas d'urgence, tu dois connaître toutes ces procédures. Sur le bout de mes doigts. Comment vois-tu l'évolution, justement, du métier et surtout l'appellation? Tu sais, on s'entend avant, on dit ça, les hôtesses de l'air, avec l'image qu'on avait de mini-jupes, de toutes les stéréotypes qu'on a d'un film encore même, là, à maintenant, justement, avoir le titre d'agente de bord. Oui, bien, des fois, les gens vont s'échapper simplement par habitude, vont dire, mais toi, t'es une hôtesse de l'air. Moi, ça m'insulte pas. Parce que c'est comme n'importe quoi, ça dépend toujours comment c'est dit. Si quelqu'un te regarde et dit, t'es une hôtesse, j'aime pas ça. Tu sais, non, je suis pas ce genre d'hôtesse-là. Mais quelqu'un qui va me dire, ma grand-mère qui m'aurait dit, Josiane, c'est le fun que tu sois hôtesse de l'air. Pas de problème. Tout est dans le ton, tout est dans l'intention du propos. Ce que je trouve dommage, c'est que les gens connaissent peu le métier parce que c'est pas un métier qui est super répandu. On n'est pas tant que ça, là, en aviation comme personnel de cabine. Donc, c'est sûr que les gens connaissent pas tant que ça. Quand on leur explique ce que c'est que notre formation, ils sont comme, aïe, vous savez tout ça? Oui, on sait tout ça. Tu sais, je comprends mon avion, je connais mon avion, je sais exactement où je peux trouver un kit anti-piqûre, je sais exactement où je peux trouver mon épipène si jamais tu as quelque chose qui ne va pas. Je peux gérer un AVC, je peux reconnaître les signes d'un AVC. Je peux faire évidemment le RCR. Je suis formée sur un défibrillateur. Si on évacue l'avion, je sais comment préparer ma cabine adéquatement dans des choses que tu ne penserais même pas. Je sais comment te parler, je sais comment t'expliquer ça. Et surtout, je suis prête à passer en deuxième après toi, malgré que j'ai une famille. Si un jour, il m'arrive comme il est arrivé aux Açores en 2001 avec le commandant Piché. D'ailleurs, c'est drôle, quand j'ai fait ma formation initiale, c'était en 2011, et j'ai tout de suite regardé le film après. Mais c'était pas pour l'histoire. Le commandant Piché, je le connaissais, je l'avais déjà vu, j'avais déjà parlé avec lui. C'était plutôt pour voir comment ils ont fait. Tu sais, tu viens de faire une formation de 4 semaines intensive sur toutes les procédures d'urgence. Donc là, je voulais voir comment c'était fait dans le film et ça m'a rassasiée. J'étais contente, il y a beaucoup de procédures et tout est vrai. On a ce qu'on appelle des shouted comments quand il est temps d'évacuer l'avion. Tous les agents de bord doivent crier la même chose au même moment. Et ça, chaque compagnie a ses propres shouted comments. Et ça, on doit les connaître. Écoute, on les connaît. Ça fait 15 mois que j'ai volé, je m'en rappelle encore. On est tellement drillés là-dessus, tu sais. Donc, c'est dommage parce que les gens ne réalisent pas qu'on est des personnes très... j'ai juste l'anglicisme resourceful en tête. Là. On a beaucoup de connaissances qui permettent de gérer et de stabiliser quelconque situation en vol jusqu'à ce qu'on arrive. Mais je sais aussi quoi faire si tu décèdes dans mon avion. Tu sais, fait que c'est... Pour nous, les agents de bord, c'est notre avion. Fait que dans le fond, t'es une ambulancière de l'air. On est ambulancière, on est serveuse, c'est vrai, mais on est ambulancière, on est psychologue. Tu sais, il y a des gens qui vont vivre des situations... Des crises de panique? Des crises de panique, c'est très fréquent. On est infirmière, on est tout ça. Puis je ne m'approprie pas le terme infirmière. On est bien d'accord que je n'ai pas les connaissances d'une infirmière, t'sais. Mais je suis capable de reconnaître les signes des affections, si tu veux, les plus problématiques que tu pourrais avoir en vol. AVC, infarctus, quelqu'un qui aurait, mettons, parce que la sécurité, c'est important. Ça se peut qu'il arrive un jour que tu te cognes, qu'il y ait une bump, qu'il y ait de la turbulence, que tu te sois sérieusement endommagé au niveau du cou. Je sais comment te stabiliser, comment stabiliser les membres. Qu'est-ce qui est important de faire ou pas pour que quand les vrais soins arrivent, bien, on n'ait pas empiré ton cas parce qu'on ne savait pas ce qu'on faisait, tu sais. Donc, c'est ça. On est très, très formés. Puis, c'est pour ça que quand les gens vont dire « t'es une hôtesse », limite, je trouve ça mignon si c'est dit de la bonne façon. Puis autrement, bien, c'est sûr qu'on est super fiers de tout ce qu'on sait faire parce que quand on s'arrête, c'est vrai que c'est pas notre quotidien, là. Mais c'est sûr que si ça arrive... Moi, j'ai déjà fait la Emlich à mon fils. Il y avait 5 ans, on mangeait de la raclette, puis il y avait de la saucisse, puis la saucisse était assez grosse. Normalement, je les coupe en 2, les saucisses, avant de les couper en rondelles. Et là, ça n'avait pas été fait. Puis on est dans un souper de famille, il y a plein de monde, et je l'ai vu partir à la toilette, j'ai eu un mauvais pressentiment. Et quand je suis arrivée, il était complètement obstrué. Il était bleu. Bleu, bleu, bleu. Et sans y réfléchir, parce qu'on est tellement entraînés, tout de suite, je me suis mis derrière lui, j'ai fait la bonne manœuvre, je l'ai dégagé au bout de, je pense, 5 ou 6 répétitions de Emlich, l'espèce de J qu'on fait à l'intérieur du corps. Et évidemment, après ça, là, il a fait pipi, il morvait, il bavait. Écoute, vraiment, là, une expérience. Oui.
Puis, ben, j'ai sauvé la vie de mon fils parce que je savais ça, parce que je suis une agent de bord, tu sais. Fait que quand tu penses à des choses de même, tu t'en fous un peu que les gens s'imaginent. Après, tu me trouves mignonne dans mon uniforme, ben c'est parfait, c'est bon pour mon ego, tu sais. C'est ça, Ça peut exactement. s'arrêter là. Ça me flatte davantage. Ouais. Ça démontre beaucoup de débrouillardise puis de Ouais. polyvalence que vous devez avoir. Ça renforce un peu le point que Claudine disait tantôt, que vous êtes des intervenantes, parce que vous ne pas, oui, tu connais des soins, des premiers soins, des soins d'urgence, mais en même temps, tu te dois aussi d'être prête si jamais tu as des passagers turbulents, on s'entend. Des Absolument. passagers, je ne dis pas juste le gars qui te flirte, là, mais tu sais, des passagers violents, les passagers en état d'ébriété. Ah, tellement. Puis ce que tu dis est tellement vrai parce que ça, on appelle ça des passagers perturbateurs dans le jargon. Et il y a 4 niveaux. Alors, à chacun, il faut savoir, premièrement, reconnaître ce comportement-là. J'associe ça à quel niveau? De 1 à 4. 4 étant le niveau maximal, là, où on doit stabiliser la personne physiquement, la restreindre, tu sais. Puis ça arrive. Tu sais, des abus d'alcool. Des fois, les gens vont mélanger peut-être un médicament avec l'alcool parce qu'on part de l'avion. Ça a peut-être des fois des mauvais effets sur eux. Fait que oui, les passagers perturbateurs, il faut savoir les gérer. En fait, intervenant, oui, tu sais, dans l'immédiat, d'être capable de stabiliser. Parce que notre but, là, c'est de se rendre à destination pour qu'après ça, les instances pertinentes s'occupent de la situation, que ce soit policier, pompier, infirmière, ambulancier, etc. tu sais. Mais notre but à nous, c'est de se rendre. Fait qu'il faut savoir, oui, gérer un paquet de situations, puis c'est ça, que ce soit comment désamorcer une crise, tu sais, comment désamorcer quelqu'un qui est en pleine crise de panique ou en pleine rage de colère parce que sa femme a regardé l'autre, puis là, lui est un peu pompette, ça fait que là, des fois, là, c'est rapide, hein? Fait que toutes ces techniques-là de dire, ben des fois, change d'agent de bar, hein? Des fois, c'est juste parce que la connexion se fait pas. Je vais aller chercher un autre agent de bar pour vous gérer. Faut pas que tu aies d'orgueil. Parce que tu vas dire, Garde non, ton je suis sang-froid. capable. Ouais, c'est ça, Non, faut ce qui est que le tu mieux, gardes ton c'est ce qui est le mieux pour sang-froid. la personne. Oui, exact. Alors, oui, c'est vrai, en quelque part. Puis, vois-tu, ce que tu viens de dire là, on se le dit aussi, ben je le dis aux jeunes intervenantes, c'est des fois, là, avec le jeune ou ton usager, là, faut peut-être juste changer, puis ça n'a rien à voir avec toi, c'est juste, Non. ça n'a pas cliqué. Exactement. Puis ça, c'est dur à... Le lien de confiance n'est pas établi, fait que Non. change, switch, puis l'intervention va peut-être reprendre de plein fouet, puis ça va bien aller. tu sais. Oui, puis ça, on est capable de le faire, probablement plus au niveau, mettons, de l'intervention comme vous faites, mais c'est vrai pareil dans l'avion. On est capable de le faire quand c'est pas notre orgueil qu'on met de l'avant ou notre capacité à, mais plutôt le bien-être de l'usager, du jeune, du passager. Ou encore là, le bien-être de tout le monde dans mon vol. Est-ce qu'ils ont envie de vivre ça? Non, moi non plus. Bon, ben regarde, moi, ça passe pas. Puis ça n'a rien à voir avec mes compétences, c'est correct, on change. Puis ça fonctionne, tu sais. Avec tout ce que tu me parles là, ça m'étonne même pas que tu as réussi à monter les échelons et devenir directrice de vol. Oui, écoute, oui. Félicitations. Merci. Oui, bien écoute, c'est parce qu'agent de bord, c'est entre guillemets, là, c'est pas mal tout le temps les mêmes tâches. C'est-à-dire que ta position va changer dans l'avion. On choisit nos positions au début du vol selon notre seniorité. Et il y a des positions plus prisées que d'autres parce qu'il y a des positions où tu travailles moins. Fait que il y a certaines positions dans l'avion, des fois, c'est les plus seniors. Ce qui arrive, c'est que la directrice de vol ou le directeur de vol va être en charge de toute la... Dans le fond, c'est le coordonnateur. OK. Si on veut. Tu n'es pas le patron de tes collègues. Mais oui, c'est toi qui as le dernier mot dans l'échelle de commande. Si jamais il y a une décision à prendre, c'est évidemment le commandant second, ensuite le ou la directrice de vol et en terminant les agents de bord. Donc oui, tu as un certain pouvoir décisionnel, mais dans les faits, tu collabores. Tu n'es pas censé, même si on le sait, des fois, il y en a qui, malheureusement, vont agir comme ça, tu n'es pas censé t'asseoir et dire aux gens, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. C'est en fait, tu es en charge de tout coordonner au niveau des services. S'il y a, par exemple, des formulaires à remplir pour X choses qui va se passer dans l'avion, bien évidemment, c'est toi qui en es responsable. Tu restes avec tes passagers qui sont, mettons, en chaise roulante. Quand on arrive, ils ont débarquement, tout ça. Mais c'est toi qui s'assure avec les personnels au sol, la coordination entre personnel au sol, personnel navigant technique, donc nos pilotes. C'est toi qui est comme la personne qui fait tout rouler ça. Oui, tu sais, en quelque sorte. Entre passagers, personnel du sol, c'est toi qui vas lancer l'embarquement. Tu dois t'assurer de le lancer à l'heure. Mais tu sais, c'est tout ça. Fait que tu es en charge de plein de choses. Puis en même temps, moi, ce qui me plaisait, c'est que tu fais quand même le travail. C'est juste que tu as peut-être un petit défi supplémentaire au niveau intellectuel et au niveau organisationnel que quand tu es agent de bord, tu n'as pas nécessairement. Puis c'est correct parce que des fois, tu arrives travailler, ça ne te tente pas de te casser la tête. tu sais. Mais quand tu es directeur de vol, tu n'auras pas le choix de te casser la tête. C'est toi qui gères le briefage au début puis qui valide les compétences de tes agents de bord avec une question que tu leur poses. Fait que, tu sais, c'était vraiment gratifiant. C'est juste plate parce que j'ai commencé officiellement en janvier 2020. Et évidemment,
Le 15 mars a été mon dernier vol, mais mon dernier vol, je suis allée chercher en surprise mon mari qui était dans un colloque pour le travail à la Nouvelle-Orléans. Donc, quand il est embarqué dans l'avion, c'était moi sa directrice de vol avec ses collègues. Fait que c'était un beau moment. Je savais juste pas que c'était mon dernier vol Non, pendant longtemps. Mais tant qu'à avoir un dernier vol, aussi bien que ce soit celui-là, tu sais. Qu'aimais-tu remarquer ou voir auprès des voyageurs que tu accompagnais? Bien, c'est drôle parce que quand tu es dans l'avion, les passagers, il y en a qui sont super confortables dans l'avion, mais c'est une minorité. La grande majorité sont un petit peu sur le nerf, veulent pas trop que ça paraisse parce que, wow, minute, je me gère. Puis on s'en va quand même en vacances. C'est toujours, moi, je travaillais et je travaille toujours et j'ose espérer que je vais retourner dans l'avion pour une compagnie qui offre des destinations de vacances. En fait, notre clientèle, c'est des gens qui partent en vacances à 98% du monde, là, tu sais. Là, honnêtement, c'est un pourcentage que moi, j'évalue. Là. Je ne sais pas si c'est les faits, mais c'est à peu près ça. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. Donc, c'est quand même une belle clientèle qui vit des vacances. Hein? Fait en partant, ça va bien. Mais il y en a beaucoup qui vont surmonter, par exemple, leur crainte de l'avion ou même leur crainte du voyage qu'ils s'en vont faire parce qu'ils accompagnent quelqu'un, mais ça leur chante pas tant que ça, là, d'aller en backpack puis de faire le tour de l'Amérique latine. Puis, tu sais, Mais il aime donc bien sa compagne. mais c'est ça, ça fait qu'il se dit, mon Dieu, je vais y aller. Mais, tu sais, donc, j'aimais la clientèle et ce que j'aimais de ma clientèle, c'est qu'il y a quelque chose, quand on est isolé, tout le monde ensemble, à 35 000 pieds dans les airs, s'il arrive quelque chose, par exemple, quand on avait besoin d'un médecin à bord, parce que oui, les agents de bord, on est aptes à gérer plusieurs situations, mais il arrive qu'on a besoin d'un médecin. Et quand on faisait l'appel, écoute, le médecin, là, lui, là, on s'entend-tu que, mettons, il y a une semaine de vacances en 6 mois, 7 mois, 8 mois, il travaille comme un damné entre l'hôpital la fin de semaine puis son cabinet la semaine. Là, on appelle un médecin à bord, il pourrait juste ne pas lever la main. On ne le sait pas qui est médecin. Tu pouvais te ramasser avec 3 ou 4 médecins. Oui, moi, oui, moi. L'espèce de collaboration, dès qu'il arrivait la moindre petite chose, les gens, d'une gentillesse, et la grande majorité, je veux dire, on s'entend, les minorités, j'en parle pas parce qu'on a toutes sortes de monde pour faire un monde, puis c'est correct. Mais la grande majorité, ça coule, il y a de la condensation, on atterrit dans le sud, ça coule. Puis la petite madame, elle a de l'eau, mais écoute, elle mesure 4 pieds 8, quand même qu'elle voudrait. Puis moi non plus, je me rends pas. Un grand gaillard, 8 rangées plus loin. Oh, ben attendez, avez-vous des napkins? Oui, parfait, il va te l'arranger. Ah, merci, c'est gentil. Les bagages, un bagage lourd. Et moi, là, c'est pas ma job de mettre les bagages. En fait, je suis pas assurée. Si je me blesse en mettant le bagage dans la soute, pas dans la soute, mais dans le bin. Il y en a beaucoup qui le Ben font. oui, mais si je me blesse, là, je suis pas assurée. Parce que techniquement, moi, je suis payée à partir du moment où on ferme la porte de l'avion pour s'en aller vers le taxi. Donc, avant ça fait partie de mes heures en devoir. C'est calculé, là, quand même. Mais je ne suis pas techniquement payée pendant ces heures-là. Je ne sais pas si c'est pour ça que je ne suis pas assurée, mais ça ferait du sens. Ça ferait du sens. Et donc, mais c'est ça, encore une fois, les bagages lourds, pas capables de rentrer, fait de la place. Les gens, là, ce que je pense que j'aime le plus dans l'avion, c'est ça, c'est l'espèce d'esprit de collaboration que, oui, on est chacun pour soi. On est malheureusement ou heureusement pour certains, je ne sais pas, on est une société individualiste quand même. Mais dès qu'arrive la moindre petite chose, écoute, on a nous et l'équipement qu'on a à bord. Et les gens, je trouve que rapidement, ben ils se portent volontaires pour aider. C'est vraiment beau à voir, l'esprit de coopération. Ben en m'en venant ici tout à l'heure, il y avait beaucoup de construction sur, je pense que c'est chemin d'Oka, en tout cas. Et il y avait un motocycliste relativement jeune, puis il est tombé de sa moto à un stop. Mais il s'est pas fait mal, il a juste perdu pied, tu sais, en étant au stop. Bien, la voiture en arrière de lui s'est arrêtée à sa droite. Moi, je me suis arrêtée à sa gauche. Il devait avoir 19-20 ans. Et tous les deux, est-ce que tu es correct? Est-ce que ça va? J'ai dit, est-ce que tu t'es blessé? Et on est tous les deux arrêtés. C'est beau de voir ça. Pour nous, c'est que normal. Mm-hmm. J'ose espérer que c'est que normal pour la majorité des citoyens du monde. Ouais. Mais c'est quand même beau de voir ça. Une de nos intervenantes a pour rêve de développer une agence de voyage pour des enfants polyhandicapés et leurs familles. Comment perçois-tu l'accommodement offert aux personnes à mobilité réduite? Ah, écoute, de plus en plus. Premièrement, ils sont plus que les bienvenus dans l'avion. Là, tu m'en parles, puis je suis émotive parce que je trouve ça franchement beau. Ils sont plus que les bienvenus dans l'avion pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont droit de voyager comme n'importe qui d'autre. Et c'est que la moindre des choses, qu'on adapte nos avions, nos aéroports, qu'on soit capable d'adapter. Et moi, j'ai déjà eu... Il y a certaines destinations, par exemple, quand on va en Haïti, où il y a plusieurs chaises roulantes. Mais quand je te dis plusieurs, j'ai déjà vu un vol, puis là, je ne veux pas me tromper, c'était peut-être pas l'Haïti, mais on devait avoir une 60aine de personnes qui attendaient leur chaise roulante en atterrissant. C'est un peu long, quand même, à descendre.
Mais regarde, il y a des camions, on adapte, ils vont monter. Tu sais, par exemple, quand on arrive, la porte de l'avion est située sur la gauche, les gens vont sortir soit sur une passerelle ou soit un escalier qui mène sur directement la piste. Dans le sud, on voit beaucoup ça. Ouais. Mais à droite de l'avion, c'est souvent les catering qu'on appelle, là, donc les traiteurs qui viennent ou sinon l'équipe de ménage vont entrer par là. Et il y a aussi des camions élévateurs. Fait qu'ils arrivent à la hauteur de la porte, la personne entre, vient porter la chaise roulante, on sort la personne ou peu importe si la personne, des fois, est capable de marcher quelques pas pour se rendre à la porte. Ça se fait très bien. Mais oui, il va peut-être falloir prévoir plus de temps d'arrêt à destination quand on fait un aller-retour. Donc, nous, on fait un aller-retour. Des fois, on fait des hot turns. On a 50 minutes pour débarquer nos passagers, que le ménage se fasse, rembarquer nos passagers et repartir. C'est très rapide, tu sais. Wow. Tu peux pas faire ça si tu as plusieurs personnes qui ont besoin d'assistance. Cela dit, nous, on est formés aussi pour ça. Comment accompagner quelqu'un. Le polyhandicapé, c'est sûr que c'est un peu plus complexe, mais écoute, c'est certain qu'il y a une façon de mettre en place des formations pour que les gens sachent. Peut-être une reconfiguration de certains avions. Je pense que c'est parce que ça vient me chercher parce que les plus beaux vols que j'ai faits, c'est les rêves d'enfants à Orlando. Écoute, j'en parle. Je sais que tous ces enfants-là sont décédés aujourd'hui. Tu sais, ouais, écoute, les yeux premièrement, l'enfant comme tel, hein? Des fois, il ne pouvait pas parler, mais les yeux, là, tu n'as pas besoin de voix, hein? Ça se lit. Tantôt, hein? C'est extraordinaire. Bon, Orlando, je dis ça parce qu'évidemment, il y a Disney. Oui. Walt Disney, c'est souvent ce que Rêve d'enfant. Ça me fait vraiment plaisir, en fait, que Transat ait ce programme-là. J'espère qu'il va être là tout le temps. Fondation Rêve d'enfant. Et là, tu arrives, l'enfant est tellement excité juste de t'expliquer, puis on les fait rentrer de façon prioritaire. Hein. Tous ceux qui ont besoin d'assistance, on les fait rentrer d'abord dans l'avion pour qu'ils puissent s'installer, puis ensuite, on fait l'embarquement général. Et tu as le temps de parler avec la famille. Premièrement, tu dois t'assurer, est-ce que vous avez des besoins particuliers? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose de notre part? Ou est-ce que vous avez besoin d'un sac de glace pour des médicaments? N'importe quoi. On doit quand même s'assurer de répondre à tous leurs besoins. Et c'est pas juste les enfants, c'est toutes les personnes qui ont besoin d'assistance, en fait. Et là, tu te rends, puis l'enfant est tellement heureux de s'en aller voir Mickey, Minnie, et là, ça, c'est de mon âge, là, mais tous les nouveaux personnages, tu sais, de nos jours. Et c'est la famille. Moi, en tant que maman, si je savais que mon enfant, malheureusement, a une maladie qui est incurable, je me sentirais tellement démunie et impuissante en disant « Prenez-moi, prenez pas mon fils, prenez pas ma fille. » J'ai l'impression que ça doit être plusieurs phases là, d'émotions très, très intenses que ces parents-là passent pour emmener une certaine forme de résilience peut-être, où ils sont capables d'accompagner leur enfant, mais de savoir que c'est comme le rêve de leur enfant, c'était d'aller à Walt Disney et qu'il va le vivre et que je vais être là pour en être témoin, c'est des souvenirs pour la vie, tu sais. Fait que les gens qui ont beaucoup d'handicap, même s'ils ne sont pas condamnés, entre guillemets, même s'ils n'ont pas la mort qui leur fait face dans les prochaines années ou qui ont une maladie incurable, comme les enfants, il en demeure pas moins que, hey, ils ont déjà assez d'épreuves dans la vie. On peut-tu, s'il vous plaît, adapter? Je trouve que c'est une idée formidable pour que ces gens-là puissent, eux aussi, aller prendre un petit Virgin Daiquiri, s'il te plaît, puis profiter, tu sais? Fait que je pense que c'est une excellente idée. J'espère que ça va fonctionner. Ah oui, quand on m'en a parlé, moi aussi, j'étais comme, c'est tellement une brillante idée, là. Ça vient beaucoup, beaucoup chercher le côté maman, mais juste le côté humain en nous, là. Ouais. Tu sais, les privilégiés qui n'avons pas de problématiques physiques, c'est notre devoir de s'assurer que tout le monde a les mêmes chances que nous autres, tu sais. Sinon, ben, où est-ce qu'on s'en va? Ouais. Comment tu perçois l'accompagnement offert aux aînés? Ben, il y a du travail à faire, Ouais. je trouve. Ben, moi, on en a déjà discuté avant. Tu sais, je trouve que les aînés, souvent, on perd de vue que ce sont non seulement des personnes humaines, là, ça, tout le monde en est bien conscient, mais si tu te mets dans la tête d'un aîné, est-ce que tu es capable de juste revenir en arrière et te dire, bon, ben cette personne-là a eu une enfance, a été à l'école. Là, elle va te compter qu'elle marchait 1 000 pour aller à l'école, qu'elle avait un orange à Noël. Mais ce qu'elle te raconte, c'est sa vie. C'est ce que moi, je vais raconter dans 50 ans, si j'ai la chance d'être encore ici, puis de dire que ma mère, elle faisait mes pantalons quand j'étais petite parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. J'aimerais ça que mes enfants, puis mes petits-enfants, puis les gens de la communauté écoutent ce que j'ai à dire parce que c'est une partie de l'histoire de notre société. Puis c'est des gens qui ont élevé leur famille, qui étaient pleinement autonomes, hein, en charge de leurs choses. Maintenant, dans l'avion, c'est juste que des fois, ben, les personnes âgées entendent moins bien. Hein? Oui. Ça se peut. Il y a 80 ans, ça se peut. Ça se peut que le tympan soit Hein? affaibli. Là. C'est possible.
il s'en va en voyage, tu sais. Il y a des gens, bon, monsieur, sur des petits handicaps physiques ou peut-être pas des handicaps, mais des difficultés qu'ils vont rencontrer au niveau physique. Ou encore, ben, des fois, ils vont te répéter quelque chose 3 fois. Ils s'en vont en vacances avec la famille, puis ils vont répéter 3 fois. Ben oui. C'est grave, ça? Ah, Des fois, je trouve qu'on est moins bien outillés. Puis je parle pas juste des sachants de bord, hein, mais je pense en société en général. On peut-tu, s'il vous plaît? Puis, je me permets. J'ai fait une entrevue avec un Inou. Et cet Inou-là me racontait un peu comment leur vision, eux, est de la vie. Et après, ben, j'ai poussé mes recherches et j'ai réalisé que c'est dans d'autres cultures aussi. Les aînés, dans plusieurs cultures, sont considérés comme une richesse. Oui. Et on va leur baiser les pieds. Et on va écouter leurs paroles et s'y fier comme, tu sais, les grands sages qu'ils sont. Ce que je trouve dommage, c'est que dans notre société nord-américaine, les aînés sont une épine de pied pour plusieurs et qu'on ne valorise pas du tout ça. C'est juste, bon, c'est compliqué, là, on commence à oublier des choses, ça commence à être dangereux, qu'est-ce qu'on fait? C'est correct, il faut s'en occuper, il faut qu'ils soient en sécurité. Oui. Je trouve juste que l'approche ou la façon de voir ça, des fois, manque d'empathie, puis manque de réaliser que, hey, ces gens-là ont bâti la société. Si tu as la société que tu as aujourd'hui, la vie que tu as aujourd'hui et les bénéfices et les chances que tu as, c'est parce qu'il y en a une gang qui se sont battus. Puis cette gang-là, c'est eux autres. Exact. Puis, encore plus loin, la génération d'aînés qu'on a actuellement, je pense que c'est ceux qui ont connu le plus grand changement au niveau de leur vie. Entre la vie, l'environnement autour d'eux quand ils étaient enfants et ce qu'ils ont aujourd'hui. Oui. Fait que, tu sais, des fois, là, de dire, ben la technologie, ils sont pas habitués, tu leur donnes une petite chance, s'il te plaît. Parce que quand ils étaient jeunes, il y en a là-dedans qui n'avaient même pas d'électricité. C'est ça. Fait qu'on peut peut-être être un peu empathique, tu sais. Non, c'est une question que je trouve que l'accompagnement est bien, là, le cœur est là, mais c'est l'éducation autour, je trouve, qui manque, peut-être. Parce que je me dis des fois, justement, puis indirectement, tu viens de répondre à notre segment du mécanisme social en parlant justement de la place des aînés puis comment on devrait les traiter dans une société nord-américaine. Mais, tu sais, en vol, des fois, quand tu reviens ou que tu arrives quelque part, tu as des documents remplis, là. Puis des fois, j'ai vu mes parents qui sont pas si âgés que ça avoir de la difficulté avec ça, puis c'est moi qui remplissais. Ou des fois, j'ai vu des collègues, des amis avoir de la difficulté, mais je m'imagine pas un aîné qui vit encore plus de stress qu'on a, puis là, on lui donne des papiers, puis ils savent pas. Puis surtout les aînés qui sont très orgueilleux, sont très fiers, ils ne demandent pas d'aide. Mais à un certain moment donné, ça doit se voir justement par toi, tes collègues, que, OK, un petit est-ce que ça va, ça peut beaucoup débloquer les choses. Bien, effectivement, c'est drôle que tu en parles parce que j'avais une dame qui arrivait d'Espagne, qui venait rejoindre sa fille qui avait déménagé ici, mais la dame ne parle pas l'anglais ni le français. Et écoute, elle doit avoir à peu près début 80. Mais très, très... tu sais, la dame, ça paraît, là, c'est une dame qui a toujours été active, elle a pris soin de bien manger, tout ça. Elle est très en forme et très allumée, mais elle ne parle ni français ni anglais. Et le papier de douane au Canada, c'est les 2 langues officielles, donc français et anglais. Elle est désemparée, puis tu le vois qu'elle n'ose pas. Alors, tout le long du vol, je vois le papier qui reste là, puis habituellement, on les remet au début du vol et on demande aux gens, regardez, remplissez-le tout de suite parce qu'on ne peut pas faire le débarquement si vous n'avez pas tous vos documents bien remplis. Puis là, je le vois tout le long du vol, puis là, tu te dis, bon, comment est-ce que je lui amène ça? Dans le respect, puis je me suis rendu compte au fil du temps dans le vol qu'elle parle que espagnol. Chance que j'ai, je le parle aussi. Et là, je suis allée m'accroupir à côté d'elle. Ça, c'est un bon truc quand on va parler à nos passagers, c'est de s'accroupir et de ne pas garder une distance en restant debout. Puis j'ai demandé si elle avait besoin d'aide, elle a dit non. Je sais bien. J'ai dit, écoutez, j'ai un document qui est une traduction du français vers l'espagnol. Est-ce que vous aimeriez l'avoir? Elle a dit, ça pourrait peut-être, oui, être bon, merci. Elle ne voulait pas me montrer qu'elle avait besoin d'aide, mais elle était désemparée. Puis là, la fin du vol approchait. Fait que des fois, je trouve que c'est bien d'avoir peut-être des trucs. Tu n'es pas obligé de la confronter. Tu n'es pas obligé de lui dire « Hey, ça paraît que tu n'es pas à l'aise avec ça. » Tu peux aussi juste lui dire « Écoute, j'ai ça, je ne sais pas si ça peut être utile. Je vous la mets là. Si c'est utile, parfait. Si ce n'est pas, c'est pas plus grave. » tu sais. Mais effectivement, oui, ça arrive. Et encore là, tu vois, tu renforces le point à Claudine en disant que tu es intervenante parce que ça change justement, comme tu viens de dire, que c'est une génération qui ont vu le plus de changements puis qui ont eu tellement d'exploits. Tellement. Ils veulent pas, encore une fois, être perçus comme des fardeaux. Donc, ils veulent pas montrer quand ils ont besoin d'aide. Mais c'est à nous de, justement, faire comme tu as fait, de montrer au cas où, là, j'ai un petit outil où je suis là, si vous avez besoin. Tu sais, tu leur dis pas, tu as besoin d'aide. Non, c'est si jamais vous avez besoin de quoi ou peut-être ça pourrait aider. Ouais. Ah, ben oui. Tu sais, on dirait qu'ils se forcent de plus en plus de dire, bon, je peux pas montrer que j'ai des faiblesses parce que, encore une fois, on va me critiquer que je suis un fardeau. Mais pourtant, c'est grâce à eux qu'on a pratiquement tout ce qu'on a maintenant. Oui, puis c'est dommage parce que c'est 2 poids, 2 mesures. Moi, si j'ai besoin d'aide quelque part, je me gêne dessus? Non.
parce que j'ai pas peur d'être un fardeau. Je suis une cliente, j'ai payé mon billet. Mhm. Ils devraient avoir la même certitude dans leur tête, les Ouais. aînés. Pourquoi? Parce que t'es un... Non, mais ça change rien. Tu sais? Il y a un monsieur, à un moment donné, il était assez âgé. C'était son dernier voyage. Il le savait, parce qu'il disait, écoute, je suis pas malade, mais bon, hein. Et là, on atterrit, puis il dit, je suis jamais venu dans le Sud. Il avait voyagé beaucoup au Canada. Et on atterrit, puis il est assis devant mon strapontin, donc vraiment, à l'atterrissage, il est en face de moi, tu sais. Il pleure. Puis là, je me dis, mon Dieu, j'interviens-tu pas? Il vit son moment, mais en même temps, je veux juste m'assurer qu'il est correct. Puis quand j'ai demandé, après l'atterrissage, bon, on roule, donc on est encore assis, et je lui ai demandé, est-ce que, je me permets, est-ce que ça va? Il dit, c'est juste que j'avais promis à ma femme qu'on viendrait ici, tu sais. Puis, ben malheureusement, elle est décédée. Mais je me suis dit, je vais faire le voyage quand même. Écoute, moi, là, je suis sortie de ma journée de travail bouleversée, mais dans le bon sens de dire, Pleine c'est d'émotions. beau l'amour, tu sais. Fait que, des fois, là, ça nous apporte beaucoup de prendre le temps de jaser avec des gens. Même si, pour X raisons, on pense qu'il n'y a rien à découvrir, il y a toujours quelque chose à découvrir. Puis les aînés, c'est des encyclopédies. Oui. Excuse-moi, profitons-en. On est chanceux de les avoir, tu sais. Ils pourraient tellement donner des meilleurs cours d'histoire que certains profs. Eh boy! La pandémie s'est propagée. Tu as vécu ton dernier vol en mars 2020. Comment, toi et tes collègues, avez vécu vos derniers vols? Ah, ça a été tellement émotif. Ça a été très émotif parce que au début, on voyait pas ça comme étant un arrêt prolongé. On se disait, bon, regarde là, on va attendre que la situation se stabilise. Mais les derniers vols, c'était des vols de rapatriement. Alors, on n'allait plus porter de gens. On allait juste chercher nos gens qui étaient partis à l'étranger. Évidemment, on ramène nos passagers, on les laisse pas là-bas, là. Et donc, c'était des vols où à l'aller, il n'y avait pas de passagers. Au retour, ben là, c'était plein. Et il y avait beaucoup de craintes parce qu'on ne connaissait pas vraiment le virus. Donc, est-ce qu'on se met en danger? Et là, tu avais vraiment un devoir, limite patriotique, sans vouloir être dramatique, tu sais, de dire, ben je dois faire ça pour mes passagers. Mon emploi me demande de, oui, me protéger, de peut-être me mettre en danger. J'ai des enfants à la maison. Je vais peut-être avoir à gérer une situation, mais là, pour l'instant, j'ai le devoir d'aller chercher mes passagers. Tu peux le dire que c'est patriotique parce que c'est ça. Ça a quelque chose de patriotique, On oui. s'entend que tu allais chercher des gens Ouais. dans des pays qui pouvaient justement Tout à avoir des fait. éclosions plus grandes, tu sais. Mais On est allé. vous voulez être permis. Ça fait que oui, c'était Mm. patriotique. Là. C'est pas tout le monde qui C'est un aurait devoir. Là. accepté de le faire. Là. Puis on était tellement fiers. Puis tu sais, normalement, on fait des services dans l'avion. Puis moi, je fais partie de celles, bon, j'étais rendue directrice de vol, mais même agent de bord, je l'aurais fait, qui ont beaucoup poussé auprès de la compagnie. Mais écoute, la compagnie, là, c'est pas... ils savaient pas, eux autres non plus, à quoi qu'on avait affaire, tu sais. Et ils ont été peut-être un peu lents à retirer les services ou à tout le moins les modifier pour que nous, on ait moins de contact avec les passagers. Puis j'ai fait partie de ceux... J'ai même réécrit une annonce. On n'est pas supposé écrire des annonces, tu sais. On suit un livre d'annonces. Mhm. J'ai écrit une annonce que j'ai finalement pas dite parce que le 15 mars, il y a eu un cas positif dans mon avion, donc je n'ai plus volé jusqu'à, je pense que c'est début avril, le 4 avril, où là, vraiment, les vols ont cessé. Mais j'ai une amie qui l'a dite, l'annonce, parce qu'elle était directrice de vol aussi. Et une autre de nos amies était agent de bord sur ce vol-là. Elles ont pris une vidéo. Donc, j'ai entendu mon annonce qui parlait de la COVID, qui parlait de la situation actuelle et que pour ces raisons, on doit minimiser le nombre de services. La compagnie est arrivée super vite avec une boîte à lunch, je pense qu'ils mettaient... Encore là, je les ai pas fait, ces vols-là, tu sais, j'ai arrêté avant. Donc, ça s'est fait super rapidement, mais l'ambiance était vraiment tendue. Puis en même temps, il y avait un grand sentiment de fierté et, oui, beaucoup de détresse, beaucoup de tristesse. Parce que quand tu es agent de bord et que c'est ton mode de vie, difficilement tu vas t'imaginer être heureuse ou être comblée dans un autre travail. Il n'y a rien qui accote ça. Moi, je veux ramener du parmesan, là, je ne vais pas aller en acheter à l'épicerie. J'ai un rhum dans 3 semaines. Attends, m'acheter une grosse brique. En attendant, passe-toi-en. Parce que je vais chercher mes produits un peu partout dans le monde. Oui, Ouais. c'est dur, oui, c'est fatigant, oui, c'est pas toujours rose, mais ça a son cachet, tu sais. Ouais. Aller souper à Venise, c'est le fun quand même. On s'entend. Je sais pas, hein? Une journée, on avait 24 heures de plus. On est allé à Burano, on est allé se promener. Une journée avec un équipage, c'était fantastique. Tu sais, fait que c'est dur de s'imaginer. Et on avait très peur. Puis encore à ce jour, récemment, le Canada a été le dernier pays du G7 à apporter de l'aide financière à ces compagnies aériennes, tu sais. Donc, on s'est sentis abandonnés. Après avoir été des patriotes, après avoir été louangés, ben, on s'est sentis un petit peu abandonnés. Donc, ça a été des grosses émotions. Mais là, ça semble s'en aller du bon côté. Fait qu'on espère vraiment qu'on va recommencer à voler à la fin juillet, début août, là. Ben, je te le souhaite Ouais. parce que ça se voit justement que t'es vraiment passionné.
Ça nous amène à notre moment de vérité. Comment perçois-tu la gestion du Canada d'un domaine qui touche un grand nombre de professionnels passionnés? On parle de l'aviation, hein? Écoute, là, je suis pas dans la politique. Je suis pas une spécialiste de politique. Moi, tout ce que j'ai, c'est le point de vue, un, citoyen, et deux, ben oui, hein, professionnel de l'aviation. Ça a été très confrontant parce que pendant longtemps... En fait, je pense que le Canada avait les deux doigts dans le nez. Est-ce qu'il y avait des raisons d'avoir les deux doigts dans le nez? Parce qu'il y avait peut-être une pandémie qui se passait puis qu'il y avait beaucoup de choses à faire? Oui, fort probablement. Mais je suis un peu déçue parce qu'on a des ministères pour ça. Hein. Tu sais, je veux dire, c'est pas du micromanagement de la part de M. Trudeau. Il y a une équipe et chacun des membres de son équipe a une équipe. Et on ose espérer que malgré qu'il se passe quelque chose de gros au plan sanitaire, on a d'autres équipes qui continuent de faire avancer certains dossiers, surtout des dossiers qui ont un immense impact sur la vie des Canadiens qui ont voté pour ces élus-là. Alors, c'est très difficile de ne pas être critique. Est-ce que j'aurais fait mieux? Non. Puis de toute façon, j'ai ça, cet argument-là. Qu'est-ce que ça change ce que j'aurais fait? Je ne suis pas en politique, moi. Alors, je n'ai pas à être meilleur que toi. Toi, tu es en politique. Je m'attends à ce que tu sois tout le moins à l'écoute des gens. Et je pense que c'est ce qui a fait le plus mal aux gens de l'industrie de l'aviation partout au pays parce que il y avait un hashtag Save Canadian Aviation. Et à chaque fois que le ministre Garneau sortait, hein, qui était le ministre des Transports jusqu'à tout récemment, on était des centaines à juste répondre ça dans les médias. Juste, arrête de nous parler des bateaux. Arrête de nous parler de la pâte à dents qui est bizarre. Arrête de nous parler du fait que ta femme t'a coupé les cheveux sur les réseaux sociaux. C'est insultant pour nous parce qu'en attendant, tous les pays du G7 ont reçu de l'aide. Certains même en ont reçu dès juin 2020, des montants substantiels qui sécurisaient à tout le moins l'entreprise, évitaient qu'il y ait des mises à pied et qui permettaient de penser à un plan de relance pour être prêt lorsque, de ne pas avoir à se défaire de leur flotte, de ne pas avoir à mettre à pied du personnel qu'ils auraient à réembaucher, reformer. C'est beaucoup de coûts. Oui. Donc, des montants substantiels depuis des mois et des mois et des mois. Et nous, au Canada, non seulement on n'en avait pas, on n'en entendait pas parler. Tout ce qui se disait, et je sais là, que la place publique, je veux dire, à un moment donné, c'est saturé, il y avait beaucoup de débats, il y avait beaucoup de choses à parler. On vit une situation exceptionnelle, mais l'aviation, c'est pas une mince affaire. Le Canada, c'est un pays extrêmement vague, extrêmement large, et ça connecte des familles, l'aviation. C'est une force et une chance qu'on a d'avoir des compagnies aériennes au Canada, et j'ai trouvé ça dommage parce que non seulement il n'y avait rien qui se passait, mais personne ne répondait à nos interrogations. Même, ils ont essayé, à 98.5, j'écoutais souvent, l'Agacé a reçu des gens, des invités par rapport à ça. Il y a M. Paul Arcan aussi. Mais non, tout ce qui ressortait, honnêtement, là, c'était que les remboursements des billets n'étaient pas faits. C'est là-dessus que les gens critiquaient. Comme Transat, vous ne savez pas rembourser. Air Canada, même chose. Vous nous donnez des crédits voyage, on n'en veut pas. C'est parce qu'en ce moment, à la vitesse où les choses vont, on va fermer. On ne peut pas se permettre de rembourser. C'est pour ça qu'on demande une aide au gouvernement. Puis M. Garneau, début décembre, qui va dire bien, on va vous aider si vous remboursez vos passagers. Mais c'est parce que tu n'as pas compris la patente. Ça fait des mois qu'on te le répète. Alors, c'était très frustrant. Très, très frustrant. Puis franchement, très instabilisant. Ça fait 10 ans que c'est ma carrière. J'ai 4 enfants à nourrir. Bon, j'ai un mari qui a un bon travail, mais est-ce que je peux, s'il vous plaît, dans mon propre pays, qui est le Canada, là, j'habite pas dans un pays... un pays où, par exemple, il n'y a pas de démocratie ou tout ça, je ne suis pas habituée à ça. Et je pense que c'est ce qui a été le plus dur. Quand il y a eu le changement de ministre, on s'est dit que ça allait aller mieux. Ça n'a pas été le cas, mais au moins, on a fini par aboutir et il y a 700 millions qui ont été remis à Air Transat. Mais tu sais, la première chose que Transat fait, c'est de rembourser son monde. C'est pas qu'elle ne voulait pas, la compagnie. Non, c'est plate parce qu'en plus, Transat, c'est le fleuron québécois. Oui. Tu sais, on va aider Bombardier pendant des années. On se rend compte qu'il y a de la mauvaise gestion. Pas grave, on continue d'injecter des fonds. Jusqu'en 2015, on a un gros montant. Ça, c'est pas grave. Puis ça, on n'en parle pas, on ne chiale pas. Mais Air Transat, pas de la mauvaise gestion, là, on parle d'une crise sanitaire qui empêche des opérations. Et là, non, on n'est pas prêt à aider, ou en tout cas, c'est long, puis c'est long. Alors, on a eu vraiment peur. Là, je pense qu'on est tous très positifs, en plus avec la vaccination qui arrive. Fait que, non, là, le pire, je dis, bon, le pire est passé, on va voler bientôt. Tu as malgré tout réussi à te réorienter et te diriger vers l'école de ProMédia. Oui! Pourquoi? Hey, ça faisait comme 12 ans que je savais que l'école existait. C'est une formation qui est très rapide, hein? C'est 5 mois et demi à peu près, à raison de 2 soirs semaine. Et c'est vraiment axé sur la pratique, animation radio, animation télé, journalisme parlé. Okay? C'est
je pense que c'est une des plus belles expériences que j'ai vécues de ma vie. Là, c'est pas pour faire la promotion de Promédia, j'ai vraiment trippé, même que là, je viens de recommencer une nouvelle spécialisation avec eux. Parce qu'à la fin de ton cours, tu as 9 cours en spécialisation où tu vas choisir radio, télé ou information. Donc, j'avais fait radio et là, je fais information pour m'outiller comme journaliste. Ça faisait 12 ans que je voulais faire ça, mais la vie va vite. Je me suis reproduit à maintes reprises. J'ai fait des enfants et j'avais une carrière qui me comblait. Puis, je me disais toujours, on fait ça souvent à procrastiner. Hein? Donc, je me disais toujours, à un moment donné, ça serait le fun que je le fasse. Puis, avec la pandémie, mon mari m'a regardé et m'a dit, ben là, je pense que si t'es pour le faire un jour, c'est pas mal là. Puis, j'ai hésité parce que j'avais 35 ans. Fait que là, tu dis, ben là, j'ai 35 ans, franchement. Un retour à l'école. Franchement, voyons donc. Tu sais, on va prendre notre gaz égal, là, puis je retournerai voler éventuellement. Mais je pense que plus profondément que ça, c'est que quand tu as un rêve, puis que tu le concrétises pas, tu as le droit de rêver. Quand tu as un rêve, puis tu essayes vraiment, tu peux te planter. Et ça, c'est insécurisant. Fait que je pense que j'aimais mieux rester dans la zone de confort, de dire « Ah, j'aurais été bonne là-dedans. » Ouais, mais peut-être que rendu justement une aînée, je me serais dit « Hey, j'aurais peut-être aimé ça, j'aurais peut-être pu exploiter quelque chose. » Je l'ai pas fait parce que j'avais peur de me planter. Et ça, là, comme on disait, là, c'est le meilleur moteur pour moi, là. Fait que j'ai eu le guts, je me suis inscrite. Puis là, ben c'est ça, depuis, j'ai des petits contrats à droite à gauche, du communautaire. Là, j'ai commencé à me faire offrir des trucs payants. Puis c'est super différent, là. Je fais de l'animation, j'ai fait de la chronique, je fais du journalisme. Fait que je touche à tout. Encore une fois, il y a un ange quelque part pour moi parce que là, après, ça va être de décider où est-ce que je veux mettre mes énergies, où est-ce que je me sens le plus à l'aise, où est-ce que je me sens le plus pertinente aussi, tu sais. Fait que, ouais, finalement, je me suis donné le go, puis je l'aurais jamais fait. Je l'aurais jamais fait si j'avais continué à voler. Fait que tu vois... La pandémie a des bons. Ben, il faut être capable de les voir. Ça, c'en est un. C'est vraiment un côté très, très positif à la pandémie. J'ai fait mes petites recherches. Oh! Donc, chroniqueuse chez nous, TV Laurentide. Oui. CKVL FM, chroniqueuse aussi. Mm-hmm. Animatrice à TVC Argenteuil. Oui. Parmi ces trois-là, lequel t'as le plus eu de plaisir? Ah, le plus de plaisir, c'est la radio. Ouais. Ben oui, parce que moi, je suis une fille, j'ai découvert la radio à la formation à Promédia, puis j'aime la télé, mais en ce moment, j'ai comme hérité d'un poids supplémentaire lié à la pandémie qui fait que je rentre pas dans mon linge, puis j'ai de la misère à... J'ai de la misère à me regarder à la télé et à dire « Ah, c'est moi, ça! » Oh, je suis belle! Bon, ça fait que à cause de ça, je trouve que c'est moins confrontant de faire de la radio, OK? Après, je sais que j'ai quelque chose à apporter en télé. Je suis capable de me démarquer. Je vais être capable de faire mon chemin parce que j'aime sincèrement ça. Tu sais, c'est pas compliqué, hein? Quand t'es passionné, tu finis par trouver un chemin, d'un côté ou d'un autre. Fait que j'ai du plaisir partout. Je suis vraiment chanceuse. Vraiment chanceuse. Je me suis fait offrir des projets. Alors, je peux pas en parler, c'est poche, mais je me suis fait offrir des trucs, même cet automne, jusqu'à l'année prochaine. Wow. Fait que je suis vraiment, vraiment chanceuse, vraiment privilégiée. Mais j'avoue que là où j'ai eu le plus de plaisir, c'était à la radio parce que c'était des chroniques. J'avais 12 minutes. Fait que c'est long. Tu peux te permettre d'aller plus loin. Et j'ai vraiment exploré. Là. J'ai fait des chroniques plus humoristiques. J'ai fait une chronique beaucoup plus cérébrale sur le livre de Mathieu Bock-Côté, là, L'Empire du politiquement correct. Fait que j'ai pu aller un peu partout. Puis, ben, veux pas, quand tu commences, là, c'est le fun d'être capable d'explorer puis d'avoir le loisir de le faire parce que tu fais de la radio communautaire ou urbaine, comme on dit, ou encore de la télé communautaire. Tu as comme le droit de te planter. Fait que là, c'est super. C'est un laboratoire, tu sais. Tu dis souvent que tu es chanceuse, mais en même temps, c'est quand même tes forces puis tes compétences. Ouais. Tu as réussi justement à, comme tu dis, avoir plusieurs projets qui s'étalent à l'année prochaine. C'est que justement, c'est ta personnalité qui réagit dans tes travaux, là, dans tes emplois, dans ta carrière. Ouais, ça, c'est une modestie qui vient de ma mère, probablement. Non, mais je dis que je suis chanceuse parce que je suis quand même consciente que dans la vie, il y a quand même une question de au bon moment, au bon endroit, au bon moment, tu sais. Puis après, oui, il faut saisir les opportunités. Depuis le début, je dis oui à tout. Puis plus ça me fait peur, plus je me dis, mais ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Et je garde en tête la phrase de ma mère qui m'a toujours dit, si on te propose une promotion, même si toi, tu dis, ben voyons donc, est-ce que je suis vraiment capable de faire ça? Si la promotion vient de l'interne, évidemment, de la boîte, de la compagnie, accepte. Ça veut dire que cette personne-là a vu ce que ça prend en toi pour faire le travail et c'est qui ton pire juge ou le juge le plus critique de nous-mêmes? C'est nous-mêmes. Fait que je dis oui à tout. Je suis terrorisée depuis maintenant 5 mois parce que tout me fait peur, mais en même temps, finalement, je finis toujours par bien m'en sortir. Fait que je me dis quelque part, oui, il y a une question de chance, mais c'est vrai que je travaille vraiment fort.
t'as raison. C'est vrai que je travaille vraiment fort. Je passe ma vie à travailler sur mes affaires, puis j'ai jamais autant lu de livres, j'ai jamais autant regardé d'entrevues. En même temps, quand t'aimes ça, c'est le fun. Oui. Mais ouais, il y a de la chance, il y a une portion de chance, mais après, c'est vrai que les opportunités, il faut les saisir, puis il faut remplir les mandats correctement, tu sais, si on veut se faire proposer d'autres... T'as raison, c'est pas juste de la chance. Parce que, tu sais, tantôt, on parlait justement de tes nuits, des fois, de travail. Tu sais, ça, c'est pas de la chance. C'est toi qui se t'impose, là, Absolument, cette ouais. discipline-là, cette éthique-là, d'aller voir, un peu comme on fait des fois, nous aussi d'aller voir d'autres chaînes YouTube, d'autres podcasts ou d'autres professionnels qui le font, puis voir, OK, lui, il fait ça comme ça. Mhm. Puis c'est du temps de ton propre temps là, que tu prends. Oui. Là. C'est du temps que pendant que tu peux te reposer à côté de ton mari, avec tes enfants, tu décides, non, je vais aller en apprendre davantage. Oui, ou comme j'ai commencé à me lever. J'ai commencé à me lever à 4h30 du matin. Bon, mon mari te dirait que je me lève plutôt à 5h moins quart, parce que oui, je snooze au moins une fois, là. Mais j'ai commencé à me lever vraiment tôt, pour plein de raisons. J'avais pris des mauvaises habitudes avec la pandémie. J'ai toujours aimé prendre un verre de vin, hein. Puis là, ben, avec la pandémie, je trouvais que le verre, ça en allait vers une demi-bouteille, parce que là, tu prends l'apéro, parce que t'as juste ça à faire, t'es à la maison, tu prépares le souper, les enfants jouent dehors, puis finalement, tu te couches à 10h. Des fois, tu te rends compte que tu as bu une demi-bouteille, un 3/4 de bouteille de vin, toi tout seul. Tu ressens rien, là, parce que c'est étalé sur 6 heures, mais je suis comme, hey, ça aide pas à mon poids COVID. Puis aussi santé, tu sais, je veux dire, Ouais. c'est pas bon de prendre trop d'alcool, là, tu sais, Un puis faut verre pas de vin. prendre de l'alcool tous les jours. Fait que là, Ouais, je me dis, aïe, aïe, faut que je revoie mon hygiène de vie. Puis en même temps, je trouvais que je manquais de temps, mais le soir, je ne sers à rien. Quand mes enfants, là, je les couche, là, demande-moi pas de réfléchir. C'est comme, non, là, je Ton cerveau, m'excuse, là. c'est en même temps que Terminé, c'est terminé. Je peux avoir une conversation avec mon mari sur la vie, sur nos projets. Ça a besoin d'être léger. Fait que je vais lire, mais je vais lire des trucs légers, des histoires. Je vais pas lire l'Empire du politiquement correct à 8h15 le soir avec une tisane, même, ça marchera pas. Donc, je me suis dit, je vais me lever plus tôt, ce qui fait que je vais me coucher plus tôt, parce que c'est pas long qu'après 2-3 jours, là, tu vas te coucher, tu sais, assez tôt. Donc, c'est une hygiène de vie qui est plus saine pour moi. Je vais réduire ma consommation d'alcool aussi, veux pas. Ben, par choix, puis aussi parce que je me couche plus tôt, je peux pas boire si je suis couchée. Fait que, gars, parfait. Ça, va il y a ensemble. ça. Ben oui. Puis là, tu te dis, bon, ben, c'est parfait. Mais ce temps-là, le matin, là, tout le monde dort. Ouais. Et il y a quelque chose, ben, c'est vrai pour tout le monde. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans ma maison, il y a juste mon chien qui vient se coucher à mes pieds. Je la sors, après ça, elle rentre, elle se couche à mes pieds. Je m'installe dans le bureau ou des fois, je m'installe dehors maintenant qu'il fait beau. Je vois le soleil se lever. Je réfléchis. Je respire. Je lis. J'écoute une entrevue que je voulais regarder pour préparer quelque chose. C'est mon temps à moi. Puis je m'impose pas de faire quelque chose en particulier, sauf des fois, j'avais une entrevue avec Joanie Gontier, il fallait que je lise son livre, ben je m'installais le matin. Pendant 6 matins, je lisais ça. Tu sais, pour passer au travers son livre, pour pas être dans le rush, par exemple. Mais c'est mon temps à moi. J'aurais jamais pensé faire ça. Mon mari, il me le dit, des fois, il est comme, je te disais de te lever plus tôt, des fois, puis tu disais, tu fous, moi, là. La minute de plus que je peux dormir, là, c'est de l'or en barre. Puis c'est vrai. Mais là, j'ai vraiment modifié, puis tout le monde est surpris parce que c'est vraiment pas mon genre. Puis finalement, j'ai appris à aimer ça. Fait que le matin, je suis là, je suis fraîche et dispo. Puis là, quand je réveille mes enfants pour aller à l'école, moi, je suis réveillée. Donc, il y a toute l'ambiance dans la maison aussi qui s'est, entre guillemets, améliorée. C'était pas plate, mais tu sais, là, t'es réveillée, t'es de bonne humeur. Donc, ça fait des plus beaux matins aussi. Fait que tout ça ensemble. Fait que oui, je travaille fort, puis c'est ça, j'ai changé mes horaires pour justement être le plus productif possible dans les meilleurs moments de la journée. Puis t'es allé aussi, c'est ça, en fonction de toi. Tu sais que le soir, c'est pas productif pour toi. Fait que tu t'es dit, ben... Non, puis tu sais, il y a une question de modération aussi. J'ai eu cette discussion-là avec mon mari ce matin, on parlait. Puis tu sais, lui, c'est un fan de maximiser ton temps puis faire des plans de match. Ça, c'est ses 2 mots ou expressions fétiches. Et moi, ça me pue au nez. Moi, je vais maximiser mon temps, oui, mais calmons-nous, je suis pas un robot. Fait que moi, si je te dis, je ne travaille pas le soir, mais je ne travaille pas le soir. Ah, je pourrais travailler sur une entrevue. Là, j'ai des plans de montage à faire pour l'école, tu sais, pour des reportages. Je pourrais m'y mettre, j'aime ça. Mais je m'imposerai pas si je le sens pas. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Je vais me donner le droit dans la vie de dire non, ce soir, je suis fatiguée, puis je fais quelque chose qui me fait plaisir, tu sais. Après, je suis à l'aise peut-être parce que, justement, je sais que quand je me donne, puis que je fais les efforts qu'il faut au bon moment aussi, ce qui fait que quand j'arrive à un moment où j'ai le droit, je peux me le permettre, je le fais sans culpabilité, là, tu sais. Étant dans une croisée des chemins avec une nouvelle carrière, lors du redéploiement des vols, quelle route vas-tu prendre? Bien, tu sais, si on revient au mois d'août, il va rester encore quelques mois d'Europe, tout dépendant de la demande. Tu sais, là, c'est vraiment incertain. Habituellement, on fait de l'Europe jusqu'en octobre. Donc, moi, je vais prioriser l'Europe.
définitivement. T'as une épicerie à aller faire? Ben, j'ai de l'épicerie. J'ai aussi plein de produits en France. On a beaucoup de produits de santé. J'ai d'ailleurs, il y a un push-push pour la gorge. Ah ben oui, toi, t'as de la famille en France. Mm-hmm. Je me rappelle plus le nom. Puis j'avais très mal à la gorge à un moment donné. On était à Paris. Puis là, j'étais allée voir la pharmacienne. Et elle m'avait recommandé ça. Je l'ai encore. Ça fait 3 ans, je l'utilise plus, clairement. Mais je l'ai encore. Je veux le retrouver, tu sais. Fait que, non, mais au-delà de ça, je veux me dépayser. Puis quand on fait du sud, ben c'est souvent des vols d'aller-retour. Parce que ça rentre dans une journée de travail. Donc, on va aller déposer nos passagers quelque part dans le sud, mais on revient le jour même. L'hiver, c'est drôle, mais ça aide à faire passer l'hiver parce qu'on va prendre une petite demi-heure de soleil dans l'escalier pendant qu'il nettoie l'avion. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un beau petit boost de vitamine D déjà. Mm-hmm. Puis ça fait du bien, ça aide à passer l'hiver. Tu reviens le soir, ta peau, c'est encore un peu le sud, même s'il fait moins 30 quand tu sors de l'avion, tu sais. Puis c'est correct. Fait que je pense que je prioriserais l'Europe, tout dépendant de la demande puis d'où les gens veulent aller, parce que je sais que je partirais quelques jours de un, puis ça m'a vraiment manqué d'être dans les vieux pays. Ouais. J'ai ici sous la main, j'avais sous la main une belle photo de toi à ton mariage My God! avec ton grand-père. Non, c'est mon père. Ton père. Ben, il a l'air vieux, c'est correct. Non, mais il m'a eu, il avait presque 40 ans. Ah! C'était vieux à l'époque. Ouais. Fait que ça l'explique le pourquoi je pensais que c'était ton Oui, oui, définitivement. Écoute, mon père venait me chercher à l'autobus au primaire. Puis des fois, la chauffeuse, les premières fois, elle pouvait dire « Ah, ton grand-papa est venu te chercher. » Puis moi, je m'insultais. C'est mon père! Il a eu les cheveux blancs à 30 ans, là. Fait que ça m'a jamais insulté. C'est bien correct. Oui. Ça nous amène à notre segment « Présente-nous ton aîné ». Est-ce que tu as un aîné, une personne que tu voudrais nous présenter ou même 2? Oui, j'en ai 2. Parce que là, c'est dur de choisir. Puis mon aîné préféré, il est malheureusement décédé en 1997. Ça fait quoi? 24 ans? Oui, c'est ça. Oui, 24. 24. Oui. Et c'était mon grand-père. Tu sais, je te disais que mon grand-père, ma grand-mère ont vécu avec nous. Puis mon grand-père, à ce moment-là, était en chaise roulante. Il avait fait un AVC. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils sont venus vivre avec nous. Parce qu'il avait besoin d'aide. Ma grand-mère avait besoin d'aide pour s'occuper de mon grand-père. Écoute, c'était un tout petit monsieur. Puis il était toujours dans la grande fenêtre du salon. Et c'est un homme qui a vécu beaucoup en nature. Et il connaissait toutes les espèces d'écureuils, des oiseaux. Puis lui, ben, il était tout le temps dans la baie vitrée. Hein? Donc, il venait tout le temps, il me faisait tout le temps un signe, viens ici, fille. Il m'appelait fille ou toune, tu sais. Viens ici, toune. Puis là, il me disait, regarde. Puis là, il me présentait On était en banlieue, il n'y avait pas tant d'animaux que ça, mais lui, il les voyait, tu sais. Fait qu'on avait ces beaux moments-là. Puis dans l'entrée de ma maison, il y avait un grand, grand miroir, là, grandeur plafond-plancher. Puis je faisais du ballet. Et là, je pratiquais mes mouvements, tu sais, de ballet, mes positions. Puis mon grand-père, j'étais la seule avec qui il faisait ça sur, je sais pas si on n'est pas une quarantaine de petits-enfants, là, une trentaine à tout le moins. Puis il disait à ma mère, regarde comme elle est belle, regarde comme elle est belle. On avait une connexion. Je peux pas l'expliquer, mais on avait cette connexion-là. Puis pour moi, c'était la douceur incarnée. Puis c'est drôle parce qu'il s'appelait Roger. Puis c'était vraiment un Roger Bontemps. Dans ma tête, dans ma perception là, de lui, là, c'était un monsieur qui était tout le temps en blague, tu sais. Il n'était pas plus jeune dans sa vie. Il a eu un problème d'alcool, comme bien des hommes de cette époque-là, puis tout ça. Il a jamais... Tu sais, il a toujours travaillé, fait vivre sa famille, mais tu sais, les souvenirs que moi j'ai versus mes cousins qui ont 20 ans de plus que moi, c'est pas le même grand-papa. Moi, c'était le petit monsieur tout doux, tout gentil. Eux, ils n'en ont pas vraiment des souvenirs parce qu'ils étaient rarement là, ils travaillaient, puis sinon, ben, ils étaient peut-être à la taverne, je sais pas, à la brasserie, tu sais, souvent. Fait que moi, cette année-là, ce que j'ai aimé de mon grand-père, c'était ça, c'était sa bienveillance à mon égard. Puis parce que je pense qu'il sentait quelque part qu'il était en fin de vie, il est décédé avec 82 ans, il avait envie de connecter. Ça paraissait. Aujourd'hui, quand j'y pense, là, puis j'avais quand même 12 ans quand il est décédé. Là, j'ai des souvenirs très francs de lui. Ça, c'est mon premier aîné, grand-papa Roger. Le deuxième, je viens de le découvrir. Quel être humain extraordinaire. Il s'appelle Michel Allard. C'est un ancien professeur d'histoire d'université à l'UQAM, si je ne me trompe pas. Il va me chicaner si je me suis trompée. Et c'est un auteur depuis quelques années, passionné d'histoire. Et là, je travaille sur un projet d'émission avec lui qui raconte l'histoire de plusieurs municipalités des Laurentides. Mais c'est une encyclopédie. Et non seulement c'est une encyclopédie, c'est un passionné. Et parce qu'il a l'âge qu'il a, il me raconte des choses. Mais il se rappelle, il était où quand c'est arrivé? Parce qu'il était déjà là. Il était déjà en vie. Ça donne une perspective à l'histoire tellement réelle, ça devient tellement tangible. Tu sais, c'est un peu abstrait des fois. Je trouve que ça doit enrichir justement le contenu. Énormément. Parce que tu as vraiment l'impression que il était là à ce moment-là. Fait que, Oui. tu sais,
Quand il nous parle de l'arrivée du ski dans les Laurentides, il nous le dit, bon, on prenait le train là, on se rendait là, on descendait là, on allait faire du ski, puis après ça, tu sais, on allait danser, hein, puis là, il te raconte ça, puis il est tellement, tellement allumé, puis il est tellement passionné. Puis, écoute, moi, le plus beau cadeau que tu peux me faire, c'est de m'offrir un livre. J'aime lire, c'est un plaisir, c'est limite peut-être un peu obsessif. Je lis beaucoup, mais j'aime ça. Puis de tout. Et là, il a écrit 2 livres. Puis son beau-père avait écrit un livre. Écoute, il m'est arrivé, là. Il m'a donné plein de livres. Il y en a un qui m'a dit, c'est le seul exemplaire que j'ai, j'aimerais que tu me le redonnes après. Les autres, il dit, à mon âge, les livres, là, on donne ça. Fait que, il est dans le 80, je sais pas s'il n'y a pas 81, 82 ans, Michel, là. Il fait encore du vélo, une vingtaine de kilomètres des fois par jour, très, très en forme. Puis c'est un homme généreux. Il est juste tellement heureux de partager, tu sais, sa passion. Puis surtout que dans les Laurentides, il a sa place parce qu'il a aidé à l'exposition en ce moment qui a lieu au Musée du ski de Saint-Sauveur. Il a participé à ça, retrouver des archives. C'est un curieux, là, tu sais, là. Ça fait que ça, c'est mon deuxième année. Michel Allard, gros coup de cœur. Je connais pas depuis longtemps, quelques mois seulement. Mais tu sais, il y a des gens comme ça dans la vie. Ça connecte. Ah, mais merci pour ce beau partage. Il s'agit juste de tes grands-parents ou de tes parents. Quel est le cadeau non matériel le plus symbolique qui t'a été offert? Un cadeau non matériel symbolique. Cadeau non matériel symbolique. Ben, OK. Dans ma famille, on se disait toujours à chaque réunion, ou presque, tu avais un mononcle quelque part qui sortait ça, ou une ma tante, ou un grand-papa, grand-maman. On est-tu chanceux d'avoir une famille unie comme ça? Parce qu'à Noël, c'était impensable que un membre de la famille choisisse d'aller ailleurs. Puis pire, même en vieillissant, moi, le jour de l'an, c'était des soirées des rigodons. C'était vraiment à l'ancienne. Mon grand-père jouait c'était pas de l'harmonica, c'était de l'accordéon. Ensuite, mes oncles, plusieurs jouaient de la ruine-babine. Mes cousins et mon oncle Bernard, c'était la guitare sèche. Moi, c'était, qu'est-ce que je te dis, c'était les cuillères de bois, hein, parce que c'était le seul talent que j'avais. Et on passait à travers le répertoire de chansons à répondre. Je te dis, j'y connais toutes. Mais mon frère, il a fait des cartables pour qu'on puisse perpétuer la tradition avec les paroles des chansons pour que mes enfants et les siens apprennent ça. Donc, moi, jour de l'an, il n'était pas question que j'aille dans un club à Montréal, là. Tu sais, avec les amis qui sortaient, qui se disaient, ben oui, Noël, c'est en famille, puis le jour de l'an, tu sais, c'est avec les amis. Mon mari, c'était ça aussi. Moi, c'est comme, non, le jour de l'an, c'est la soirée de l'année. Puis je sors mes castagnettes. Ben bien sûr. Et on ouvre la radio 10 secondes pour le décompte de la nouvelle année. On referme ça après. Là, on n'a pas besoin de musique. On l'a, notre musique, puis on est une grosse famille. Fait que ça dansait. Tu sais, ça fait que le plus beau cadeau non matériel, puis c'est ma perception, puis c'est relatif, hein, à chacun ses valeurs, mais moi, la valeur de la famille, pour moi, c'est non négociable. Quelqu'un de ma famille a besoin de moi, ben j'y vais. Que ce soit une tante que je vois 2 fois par année ou que ce soit mon frère de qui je suis super proche, on est là parce que c'est la famille. Fait qu'il y a comme pas de questions qui se posent. Puis je suis contente d'avoir reçu ça comme valeur parce que je trouve tellement que ça donne un sens à la vie. Pourquoi tu te reproduis? Pourquoi tu fais des enfants? Je peux te le dire que des fois, je me pose la question, veux-tu bien me dire c'était quoi l'idée d'en faire 4? J'ai pas le temps d'aller faire pipi tranquille. Tu sais, là, on s'entend-tu? J'irais m'entraîner, je m'achèterais plus de vêtements, ou ben non, je ferais plus de voyages, ou je diversifierais ma cuisine, tu sais, je mettrais plus j'irais chercher des ingrédients exotiques, j'essaierais plein de... Je peux pas faire ça. Mes enfants mangeront pas ça, j'ai pas d'argent, ou j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas de temps, j'ai pas d'énergie, j'ai plus de vie. Bon, pourquoi j'ai fait ça? Ben, je l'ai fait parce que c'est la famille. C'est là que ça s'en va. Puis mes enfants, déjà, ont commencé à le dire parce que récemment, mon fils, écoute, je m'excuse pour les cœurs sensibles, il s'est blessé au niveau de la main. Il s'est rentré un clou, barre en barre de la main. Parce qu'on joue dans le bois, puis bon, à un moment donné, il est arrivé ce qui est arrivé. Quand on est allé à l'hôpital, bon, on est revenu, puis les 3 autres, dont Rachel, ma toute petite, qui avait 4 ans, qui a fait un dessin, puis les 2 autres, qui avaient fait une lettre. Puis on sera toujours là pour toi, petit frère, puis... Écoute, moi, pas émue du tout, tu sais. Ça paraît déjà. Fait que oui, il s'obstine au quotidien, mais s'il fallait qu'il arrive quelque chose à l'un de la gang, on est soudés, serrés. Mais c'est moi qui l'ai créé, ce noyau-là. Ouais. Fait que ça vaut la peine de je vais baragouiner quand je fais ma vaisselle parce que j'ai l'impression que je fais que ça, de la vaisselle puis du lavage, mais c'est vraiment beau, tu sais, ce qu'on crée. Puis c'est beau de sentir qu'on sera jamais seul dans la vie, même si on est techniquement seul. Parce qu'on a du monde avec nous. T'sais, on a une famille qui nous suit puis qui nous supporte. Fait que ça serait ça, je pense. Puis encore une fois, pour moi, c'est super important. Pour un voisin, ça ne le sera pas du tout. Puis c'est correct aussi, tu sais. Oui. Mais pour moi, c'est ça.
Parce que de toute façon, aujourd'hui, on est avec toi, pas avec le voisin. Ben voilà, c'est moi qui est là. Le voisin viendra une autre fois. Ça nous amène à notre segment Améthyste, le dernier. Est-ce que tu as un message que tu aimerais donner aux aînés, aux intervenants, aux futurs étudiants ou à nos auditeurs? Dans ce domaine-là, hein? Ou à tes collègues d'Air À tes Transat. collègues? Oui, mais j'ai un message général qui, je pense, peut s'appliquer à tout le monde, puis même à moi. Je pense que souvent dans la vie, on atteint des extrêmes. Puis ensuite, on trouve un équilibre. C'est vrai avec l'arrivée des médias sociaux, c'est vrai avec tous les grands changements qu'on a vécus. Tu sais, quand on a tous eu un cellulaire, à un moment donné, tout le monde était tout le temps dessus, puis de plus en plus là, on se sensibilise au fait que c'est pas ça la vie. Donc, il faut essayer de trouver un équilibre entre l'utilisation de notre technologie et le 3D, l'être humain et les relations. Avec les aînés, je pense que on est passé de les femmes se mariaient mais restaient encore chez maman, puis c'est la belle-mère qui gérait le couple puis qui disait quand est-ce qu'elle allait faire des enfants, à nos aînés qui habitaient avec nous maintenant, ils ont été beaucoup placés pour plein de raisons qui sont... Ça s'explique, c'était pas nécessairement de la mauvaise volonté, mais la conjoncture de l'époque faisait que, on va placer nos aînés parce qu'on n'a soit pas le temps de s'en occuper ou peu importe la raison. Et là, j'aimerais qu'on revienne à un centre, de dire... J'aimerais qu'on revoie la façon dont on perçoit ces personnes-là qui sont, pour moi, des richesses de société, plutôt que des fardeaux, comme tu disais tantôt, tu sais, que les gens, des fois, vont se percevoir eux-mêmes comme des fardeaux. Fait que je pense qu'il y a un travail de fond à faire dans, oui, l'éducation des futurs intervenants, les intervenants en place, puis les personnes âgées. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour, tu sais, des activités qui misent sur la confiance en soi, sur la valorisation des acquis, la valorisation de ce qu'ils ont à dire, tu sais. Mais un message de société globale d'empathie. Puis c'est vrai pour les aînés, mais c'est vrai pour tous les groupes qui font pas partie de, tu sais, le groupe qui travaille, supposé, tu sais, le groupe actif, là, Ouais. qui paie ses impôts, qui travaille, quoi que tout le monde paie des impôts, mais peu importe. Tu sais, cette espèce de gang-là qui se permet de juger les autres, là, Mm-hmm. Il faut sensibiliser parce que nos aînés, c'est une richesse, puis on n'a pas le droit de les laisser penser qu'ils sont autre chose que ça. Ce serait ça mon message. C'est un peu vague. C'est sûr que je ne suis pas confrontée à cette réalité-là au quotidien, mais c'est des émotions très fortes que ça génère en moi, je trouve. Puis j'espère que quand moi, je vais être une aînée, je vais avoir le droit de dire « Excuse-moi, je suis une richesse. » Je pense que je vais le faire. Je vais être une Pauline Huard. Je vais me permettre de dire quand ça fait pas mon affaire, puis c'est bien correct comme ça. Puis tu auras le droit. Oui. Mais merci beaucoup. Hey, c'était le fun. Merci vraiment. J'ai vraiment apprécié ce moment avec toi. Moi aussi. Donc, c'est ainsi que s'achève un autre épisode de l'Heure dorée. Au nom de toute l'équipe du Mauve, je tiens à remercier Josiane. Ça fait plaisir. Pour sa participation. Je vous invite à consulter le www.mauv.ca ainsi que notre page Facebook, Twitter et Instagram. Ou sinon, vous pouvez directement nous contacter au 514-708-MAUVE 514-708-6288. Sur ce, je vous souhaite une belle journée sereine et à bientôt.